Mesdames, Messieurs, bonsoir, Sahaf Tourkoum et bienvenue sur Challenge. Je reçois ce soir trois invités, Hassan Khlifati, le patron d'Alliance Assurance, et qui est très en colère contre la BEA, la plus importante de nos banques algériennes, qui l'accuse de pratiques discriminatoires scandaleuses et compte bien appeler toutes les autorités concernées à y mettre fin au plus tôt. Avec Abdelkrim Boudra, je reviendrai sur les pistes du think tank Nebni pour tenter de solutionner l'épineux problème mathématique et social des subventions de l'État. Enfin, c'est Riyad Labadi que je recevrai, celui qui voulait, avec ses gâteaux secs, apporter des douceurs à notre palais, vivra avec amertume son jeune parcours entrepreneurial. Et il s'en expliquera ici. Mais retrouvons tout de suite le patron d'Alliance Assurance avec ce qu'il dénonce comme un véritable scandale. Hassan Khlifati, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à nos chers téléspectateurs, Sahaf Tourkoum et Ramadan Karim, Inch'Allah. Le Ftour n'a visiblement pas fait grand-chose pour vous. Vous êtes encore en colère contre la BEA. Et pour quelle raison ? Enfin, je suis en colère contre ces pratiques qui sont récurrentes. N'oublions pas que je suis en même temps patron de la compagnie Alliance Assurance. Je suis le premier vice-président de l'Union des assureurs et des assureurs représentants du secteur privé. Donc, je parle au nom du secteur privé algérien des assurances. Donc, je suis en colère parce que nous sommes devant des pratiques qui sont anticonstitutionnelles aujourd'hui. La constitution algérienne de 2016, elle interdit clairement trois choses. Elle interdit dans son article 43, elle interdit la discrimination, elle interdit le monopole, elle interdit la concurrence déloyale. Ces trois facteurs sont réunis dans cette situation que vivent les compagnies algériennes. Aujourd'hui, c'est la BEA. D'autres cas, c'était dans les appels d'offres où nous sommes exclus pour des raisons fallacieuses. On nous trouve des subterfuges pour nous exclure de la compétition, alors que la concurrence doit être loyale. C'est un monopole de fait. Donc, nous vivons ces problèmes, tous les privés algériens vivent ces problèmes, et nous ne comprenons pas que le discours officiel, les orientations du président de la République, les orientations de tous les gouvernements successifs, il n'y a pas de différence entre le secteur privé et public algérien. Y compris celle de l'actuel Premier ministre ? Bien sûr, bien sûr. Si vous vous rappelez, le 23 décembre 2017, la dernière... à la signature du PPP, le Premier ministre, il l'a dit clairement. Mois de février, le président de la République, il est revenu sur le sujet. Le mois de mars 2018, le président de la République, il est revenu sur le sujet. Donc, il a dit clairement qu'il n'y a plus de différence entre... Alors, pourquoi Pourquoi ça revient encore? Non, ça revient parce que c'est des pratiques, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas que le secteur privé se développe dans ce pays. Certaines personnes se croient à tous les niveaux. Je passe un peu aujourd'hui, cette directive de la BE date de 2012. Mais elle est toujours en vigueur parce que nous avons vécu des cas la semaine dernière où nous avons été exclus. Nos propres clients, on a voulu nous les voler, nous les prendre. On leur a dit, vous n'allez pas, si vous voulez que la BE vous donne un nouveau crédit, vous n'allez pas renouveler chez votre assureur historique. Donc c'est une information qui est sortie de chez vous? Non, elle n'est pas sortie de chez nous. Nous n'avions pas ce document parce que nous avions eu un refus verbal. Après, quand les responsables de TSA nous ont présenté le document, nous avons été surpris parce que ça répondait, ça éclaircissait. Donc c'est un vieux document qu'on exhibe encore, oui. Alors même que pour ce type de document, parce qu'on se souvient encore, quand un Premier ministre, je crois même que c'est l'actuel, avait demandé à toutes les entreprises publiques de mettre leur argent dans les banques publiques. Oui. Et mais puis, ça avait passé été dénoncé, en 2004. Oui, ça avait été dénoncé une première fois. Ça a été dénoncé et ça a été levé par un autre Premier ministre, en l'occurrence M. Belkhadem, en 2007. Donc, mais c'est resté ancré dans certaines mentalités, mais aussi
il y a aussi cette solidarité interpublique, c'est-à-dire qui ne dit pas son nom, de dire voilà, nous sommes le secteur public, nous avons le monopole sur ce pays, nous avons le monopole sur cette économie, nous ne laisserons personne venir nous déranger sur nos terres. Mais donc vous pensez que le problème se situe au niveau, dans ce cas précis, de la direction générale de la présidence de la banque uniquement, ou est-ce que ça vient de plus haut? Non, non, je pense que la nouvelle direction générale, peut-être, ils ne se sont pas rendus compte de l'existence de ce document parce que c'est un vieux document. Je ne pense pas que ça vient de plus haut. Je pense que c'est des comportements beaucoup plus personnels ou c'est des initiatives personnelles parce qu'aujourd'hui, le discours officiel, il est clair. Aujourd'hui, par exemple, il y a quelques jours, Sonatrach, elle a ouvert un appel d'offres, bien que il n'a pas été gagné par des privés, mais tout le monde a été de la compétition. Après, sur des critères techniques ou de réassurance, on peut être éliminé, c'est acceptable, mais ne nous éliminez pas par notre statut, parce que nous sommes privés. Nous sommes privés, nous avons les mêmes droits, la loi algérienne est claire, la constitution elle est claire. C'est pour ça que je parle au nom des privés algériens, parce que je suis leur représentant au sein de l'UAR. Je dis, il faut s'arrêter, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir, parce que ces comportements polluent l'économie nationale, polluent la concurrence, polluent le développement de l'économie nationale. Et c'est des distorsions pas comme dans la BEA, dans d'autres banques, dans d'autres institutions. Nous avions saisi le Premier ministre au mois de décembre sur un comportement où un directeur de la formation professionnelle de là où il a des CITIF, où il a fait une note où il exige que ce soit du public. Nous avons des informations que le directeur de l'ONSEJ, de Tipaza, il exige que ce soit dans une assurance publique et dans une agence définie. Donc, c'est des comportements qui deviennent un peu... Alors, rappelons de quoi il s'agit exactement. Donc, c'est pour des crédits, donc la couverture de crédit au-delà de 500 millions de dinars. Donc là, on vous élimine d'office, c'est ça? Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a deux volets, parce que la circulaire, elle est très vicieuse. Hein, elle est très vicieuse, parce que qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit le secteur public d'assurance plus une compagnie étrangère, ils sont dans l'illimité. Ça, c'est d'une part. Les entreprises privées ont été classées en deuxième collège, et même le deuxième collège, il a été classé en... Vous pouvez citer la compagnie étrangère, en l'occurrence. Oui, oui, en l'occurrence, AXA, qui est à 51% public, avec 15% des actions à BEA, 36% FNI et 49% AXA. Donc, AXA plus le secteur public, les 5 publics, ils ont une capacité illimitée. Les privés algériens, plus étrangers, ils ont été classés en deuxième collège, en deuxième niveau, avec de 100 à 500 millions de dinars, ça dépend, sauf pour les parcs roulants, que ça a été mis en illimité. Mais l'astuce qui est utilisée, c'est que quand il vous dit entre 250 et 500, si je prends le cas de Allianz Assurance, si vous avez un client qui a un risque de 2 milliards ou 3 milliards de dinars qui est chez vous, parce que nous avons des capacités de réassurance jusqu'à 5 milliards de dinars, avec 50% placés chez la CCR, qui est une entreprise publique. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, voilà, vous avez 600, et c'est le cas qui se présente pour Allianz, vous avez 600 millions, mais votre valeur est de 3 milliards, donc vous devez assurer les 3 milliards. Donc, les 3 milliards, moi, je peux... Donc, selon cette logique, il ne peut pas s'assurer chez moi. Donc, il sera obligé de quitter, d'aller vers un autre assureur. Sachant qu'aujourd'hui, il y a peu de PME de moins de 500 millions de dinars. Et c'est moins de 500 millions de dinars. Maintenant, c'est une TPE, ce n'est plus une PME-PMI. En fonction de quoi on a établi ces échelles? Il y a peut-être une raison. Il n'y a aucune logique. Nous n'avons pas été associés d'abord. Même entre privés, on vous distingue. Non, oui, je ne sais pas pourquoi, comment ça a été fait. Et on n'a pas eu d'échelle parce qu'aujourd'hui, si on parle de la réassurance, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas, encore une fois, pour réaffirmer à nos chers téléspectateurs et aux autorités, dans le monde entier, l'assurance, ce n'est pas le capital social qui détermine la capacité financière ou les capacités de couverture d'une compagnie d'assurance.
La compagnie d'assurance, elle est définie par ses capacités managériales, ses capacités techniques et ses traités de réassurance et la qualité de ses réassureurs. C'est ça qui fait en sorte que la compagnie, elle aura la capacité de faire ou de ne pas faire. Nous avons reçu dans toutes ces années, nous avons eu des gros sinistres, nous les avons gérés avec diligence, nous les avons remboursés avec diligence et nous avons prouvé notre capacité technique, managériale et notre capacité financière et de réassurance. À combien vous estimez aujourd'hui le manque à gagner pour les compagnies privées Enfin, je n'ai pas le chiffre, mais je vous dirais, si je parle aujourd'hui je vais essayer de prendre quand même Allianz Assurance comme référence. Aujourd'hui, nous avons remarqué qu'à la période de renouvellement de 2018, nous avons perdu 10% de notre chiffre d'affaires corporate à cause des cahiers de charges discriminatoires. C'est-à-dire sur le nombre d'années, le chiffre d'affaires, sur le capital, sur le nombre d'années d'existence, mais c'est des critères que nous considérons fallacieux et inacceptables. C'est-à-dire quand vous me dites il faut que vous ayez 30 ans d'âge pour pouvoir se soumissionner à tel risque. Ou bien avoir 10 milliards de dinars alors que vous savez qu'aucune compagnie privée n'a 10 milliards de dinars. Et aujourd'hui, malheureusement, que le Conseil de la concurrence ne fonctionne pas en Algérie correctement. Nous nous sommes adressés au Conseil de la concurrence, nous avons été déçus par le traitement. Et c'est pour ça que cette fois-ci, vous ne voulez pas recommencer l'expérience? Non, pour l'instant, nous pensons donc pour vous, le Conseil de la concurrence ne sert à rien? Je ne dirais pas qu'il ne sert à rien, peut-être il sert à d'autres secteurs, mais pour nous, nous avons la conviction qu'il n'a pas les moyens d'appliquer la loi et d'imposer quand vous avez... Oui, mais il a le droit d'émettre des avis. Normalement, il doit avoir les droits et le pouvoir d'imposer l'application de la loi. C'est ça un conseil de concurrence, surtout qu'il est... Oui, mais vous n'allez même plus le voir, même pour les avis. Oui, si on veut. Pour l'instant, moi, j'y crois plus. À l'inverse, les banques privées, est-ce qu'elles font de la discrimination à l'égard des assureurs publics? Enfin, nous n'avons pas aujourd'hui, bien sûr, elles font de la discrimination, je le dirais peut-être même envers un assureur international, en l'occurrence AXA, il a beaucoup plus de privilèges avec les banques privées internationales qu'avec... Donc il a des privilèges de tous les côtés, AXA. Oui, c'est la vérité, c'est ce qui se passe sur le marché, mais mes amis d'AXA, je ne leur reproche pas parce qu'ils ont le droit aussi de profiter de cette... Vous ne le reprochez pas, mais vous le dites. Non, je le dis parce que c'est la vérité, parce que là, je parle sous la casquette de représentant du secteur privé national, c'est-à-dire je ne parle pas en mon nom personnel. Mais aujourd'hui, certaines banques privées font aussi de la discrimination, mais aujourd'hui, nous n'en avons pas encore la preuve. Le jour où nous aurons la preuve, nous allons aussi la dénoncer avec autant de vigueur. La BEA, est-ce qu'elle a réagi jusque-là à vos propos qui émis hier à travers TSA? Aujourd'hui, non, mis à part un appel amical d'un haut responsable de la BEA qui a essayé de me dire, écoute, tu es notre ami, il fallait nous alerter, mais nous voulons travailler dans la clarté, nous voulons travailler dans le truc institutionnel. C'est pour ça nous sommes en train de discuter avec toutes les compagnies privées qui sont concernées par... Excusez-moi, cet ami vous a dit que ça allait se régler? Non, il ne m'a pas promis ça. Donc nous allons saisir les autorités à partir de la semaine prochaine. Nous allons saisir d'abord la direction générale de la BEA. Peut-être elle ne sait pas que cette directive existe encore. Peut-être ils vont dire que ce n'est plus la peine. Ou nous appeler, nous sommes prêts à discuter avec eux pour nous définir les critères et leur donner nos capacités, les informations pour juger nos capacités et ne pas faire de la discrimination autant que les autres banques, parce que ça existe dans les autres banques. Il ne faut pas croire que c'est que la BEA. Les autres banques ils sont dans le même cas, ils font de la discrimination, ils font de l'exclusion. Et donc il va falloir donner un coup de pied dans la fourmière. Mais enfin, on va essayer de faire... Mais vous l'avez déjà fait et ça revient, donc c'est récurrent. C'est récurrent, mais nous n'allons pas baisser les bras. Tant que ça vient, nous allons revenir. Nous sommes engagés à faire appliquer d'abord la loi et à défendre nos droits
et à continuer à dire que nous avons le secteur privé algérien a le droit de se développer, a le droit, et personne n'a le monopole, et personne n'a le droit de prendre en otage l'économie nationale. Elle appartient à tous les Algériens et il y a des lois dans la République, il faut les appliquer, il faut les respecter. Hassan Khlifati, vous avez ceci de particulier, c'est sans doute dû à votre tempérament, mais c'est toujours vous qui montez au créneau. Pourquoi? Parce que j'ai la passion de défendre les causes. Les assureurs sont plutôt calmes et prudents. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas prudent, mais en tout cas, ils sont moins offensifs que vous. Vous savez, je vais vous le résumer en 2 mots. Alliance Assurance, je l'ai bâti pierre par pierre. C'est ma vie. Demain, si Alliance s'effondre, je vais à la maison. Beaucoup de responsables dans le secteur privé, ce sont des employés chez des groupes, donc peut-être ils ont des contraintes ou des objectifs. Ils devraient penser à leur retraite, ils viendront peut-être chez vous. On verra. Je vous remercie Hassan Khlifati et j'espère que cette réglementation va disparaître très vite. Ben oui, nous continuons le combat et nous ferons tout pour que ça disparaîtra parce que ça n'a plus lieu d'être et ce n'est pas comme ça qu'on va développer une économie diversifiée, une économie efficace. En tout cas, c'est encore une fois un imbroglio. Autre imbroglio dont on va parler maintenant avec Abdelkrim Boudra, c'est celui de cette manière de résoudre la problématique des subventions à laquelle le gouvernement ne semble toujours pas parvenir. On se retrouve, chers téléspectateurs, dans un instant avec Abdelkrim Boudra, porte-parole de Nebni. Abdelkrim Boudra, bonsoir. Vous êtes le porte-parole de Nebni, ce think tank qui est très actif. Alors, beaucoup de questions autour des subventions et on se demandait jusque-là comment allait faire le gouvernement pour essayer de mieux canaliser la subvention étatique qui devrait normalement aller vers les populations, les communautés défavorisées. Et est-ce que Nebni a finalement trouvé la solution ? Nebni a proposé 2 solutions qui nous paraissent plus adaptées à la réalité algérienne parce qu'il nous est apparu à travers les interventions des pouvoirs publics qu'on s'acheminait vers des solutions importées de pays comme le Brésil et d'autres et qui ne sont pas du tout adaptées par rapport à la situation algérienne. Donc nous avons travaillé assez rapidement pour sortir un rapport volumineux que vous pouvez retrouver sur le site nebni.org et qui dit attention, ne nous trompons pas de route. Et donc nous avons proposé 2 solutions qu'on va peut-être développer et qui tiennent compte de la réalité algérienne. La réalité algérienne, il y a 2 points que je vais citer rapidement. C'est que nous sommes un pays égalitariste, c'est-à-dire nous sommes très sensibles à cette idée de partager la richesse, de soutenir ceux qui en ont besoin. Et la deuxième, c'est les capacités faibles de nos institutions, c'est-à-dire l'appareil statistique algérien n'est pas suffisant, les bases de données ne sont pas interconnectées, et donc on aura du mal à cibler directement les personnes et les foyers qui en ont le plus besoin. Donc nous avons proposé des solutions plus faciles à mettre en œuvre. Quelles sont ces 2 recommandations? Les 2 recommandations sont les suivantes. La première, c'est qu'on a dit, et les 2 sont sur une base déclarative, c'est-à-dire que les gens qui en ont qui ont besoin de ces subventions, vont les demander et soit on donne un montant à un ménage, donc c'est le ciblage progressif qui va cibler les 40% des ménages les plus démunis ou les plus pauvres ou ayant le moins de ressources, ce qui représente 50% de la population algérienne. Et là, on va donner un montant pour la famille. La deuxième, elle est encore plus simple à mettre en œuvre, c'est ce qu'on appelait, entre guillemets, revenu universel. Elle consiste à donner à tous les Algériens qui le demandent, et on a pensé que ça serait autour de 90%, un montant. Alors rappelons-le, nous sommes en train de parler de quelque chose qui va compenser la perte de pouvoir d'achat liée à l'arrêt des subventions sur principalement 2 produits qui consomment l'essentiel de ces subventions, c'est-à-dire les carburants et l'agroalimentaire, c'est-à-dire
les céréales, la poudre de lait, l'huile et à un degré moindre le sucre. C'est des produits que nous proposons de viser en priorité et qui sont vraiment, pour le cas du carburant, alors c'est encore pire, très inégalitaire et inéquitable. Les riches en profitent beaucoup. Il y a beaucoup d'externalités négatives, beaucoup de problèmes de ces subventions et on n'est pas en mesure de les soutenir budgétairement les années à venir. Alors, une démarche dans les deux cas déclarative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne veut pas que l'administration se mêle pour désigner si X ou Y ouvre ou n'ouvre pas droit. C'est ça l'erreur. Si on le fait, si on autorise l'administration, c'est un peu ça ce qui est suggéré par le gouvernement. C'est ce qu'on appelle le ciblage classique comme il existe dans beaucoup de pays. C'est-à-dire l'administration prend les bases de données et dit « il peut ouvrir droit, il n'ouvre pas droit ». Ça, c'est dangereux. Ça veut dire que le risque, c'est qu'il y ait de l'exclusion, c'est-à-dire des gens qui en ont vraiment besoin et qui ne vont pas recevoir ce montant-là. Nous proposons une solution déclarative, c'est-à-dire tous ceux qui disent avoir un revenu au-dessous d'un seuil qui va être fixé. Qu'il faudra prouver. Non, au début, on ne peut pas prouver, c'est-à-dire on peut pas, l'administration ne peut pas vérifier. Si justement, c'est ça la grande nuance, c'est-à-dire si on va à l'idée de prouver, donc de trouver les données sur chaque foyer, chaque ménage, chaque individu, ça va être très compliqué. D'abord, probablement, on ne fera jamais ce système-là. Donc, l'idée du déclaratif, c'est que les gens déclarent sur l'honneur, on peut prévoir des sanctions pour les gens qui trichent, et on prévoit un taux de tricheurs, c'est-à-dire il faut qu'on l'accepte. Mais il ne faut pas qu'on accepte d'exclure des gens qui en ont besoin. D'accord, mais il y aura des documents à fournir. Bien. Une simple déclaration aux institutions et on reçoit le montant qui compense, encore une fois, graduellement. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire. Là, on est dans des chiffres, dans un nombre de personnes qui est autrement plus important que celui qui existe autour des logements sociaux. Oui. Et donc, comment va faire l'administration pour gérer toutes ces enquêtes? Si c'est, Parce qu'il faudra qu'elle le fasse. Non, non, il n'y a aucune enquête à faire. A posteriori. Non, elle ne fait pas d'enquête. Même a posteriori. Non. Mais vous avez dit qu'il y aura sans doute des intrus qu'il faudra éliminer. Comment? On va les éliminer dans le temps. Quand on va constituer les bases de données statistiques, ça va prendre 5 à 10 ans. C'est-à-dire des pays, par exemple, comme le Brésil, qui ont 10 ans d'expérience sur la Bolsa Familia, le système un peu de transfert ciblé, ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire après 10 ans, 30% de taux d'exclusion, c'est-à-dire 30% de la population qui sont censés recevoir ces montants et qui ne les reçoivent pas. Nous ne voulons pas arriver à ce risque-là, parce que le cas de l'Algérie, il est hautement plus compliqué. Nous sommes l'un des pays les plus égalitaires au monde, 14e sur plus de 156 pays. Donc nous sommes un peu dans la poule des pays scandinaves en termes d'égalité des revenus. Donc les Algériens... On n'est pas prêt d'instaurer une monarchie. Comment? On n'est pas prêt d'instaurer une monarchie. Non, du tout, du tout. Donc l'idée, c'est de compenser ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les populations les plus défavorisées. Et pour cela, il y a un prix à payer, celui d'accepter qu'il y ait un peu d'intrus. Et on va les éliminer avec le temps. Mais au début, il faut pas... Mais comment vous allez les éliminer? On va les éliminer quand les administrations vont constituer les bases de données qui vont permettre de vérifier. Mais ça ne se fera pas avant 5 à 10 ans. D'accord. Et comment vous allez distinguer les riches? Parce qu'il va falloir s'intéresser aux riches aussi, les riches des pauvres, parce qu'il va y avoir certainement des riches qui vont venir faire leur déclaration aussi. Alors, les deux approches sont un peu différentes. C'est ce que nous proposons au débat. Qu'est-ce qu'on veut comme système? Est-ce qu'on veut donner à tout le monde? C'est un peu le cas aujourd'hui, c'est-à-dire le cas des subventions. Les Algériens réagissent de manière un peu effarouchée, mais ils oublient qu'on est en train de faire quelque chose qui profite à tous et plus particulièrement aux riches. Donc nous proposons quelque chose qui démantèle ça, c'est-à-dire les gens se trompent des fois de ce qu'on est en train de dire. Il y a un système aujourd'hui inégalitaire. Les riches consomment 6 à 7 fois plus en termes d'énergie. C'est-à-dire un pauvre qui n'a pas de voiture ne pourra jamais prendre sa quote-part des subventions par rapport à quelqu'un qui a 3 ou 4 voitures, comme c'est le cas de nombreuses familles aisées. Donc nous proposons de réduire ce gap en essayant soit de cibler les 40% des ménages qui ont le plus besoin, ça c'est l'option A,
qu'on appelait ciblage progressif. Donc les Algériens sont en droit de dire nous ne consacrons pas tout l'argent public à tous les Algériens. Nous ne devons aider comme collectivité que ceux qui en ont le plus besoin. Je n'ai pas aidé quelqu'un qui gagne bien sa vie à acheter le lait ou à faire son plein de carburant. Il doit payer le juste prix. Ça, c'est l'option A. Elle touche 40% de ménages, ce qui équivaut à 48% des Algériens. Donc quasiment la moitié, on va leur donner de quoi compenser la perte de pouvoir d'achat qui Comment ça va se matérialiser pour l'identification au moment de l'achat? Ils auront une carte Non, pas l'achat. Ils recevront un transfert monétaire. Un transfert monétaire. Donc dans les deux cas, il y a un transfert monétaire. Bien sûr, dans les deux cas. Non, il y a l'histoire des Qofat Ramadan ou la Faïs Hadouk, c'est des aberrations qui sont humiliantes. Il faut oublier tout ça. C'est-à-dire... Vous avez réussi à définir ce qui était un riche et ce qui était quelqu'un qui est dans le besoin? Nous nous sommes basés, encore une fois, sur les données donc, existantes, les données de l'ONS. Donc, si on prend par exemple les deux premiers, les quatrième et cinquième quintiles, c'est-à-dire les 40% de ménages les moins aisés, c'est-à-dire ceux dont les revenus sont les plus faibles, si on se base sur l'ONS, mais nous proposons de travailler avec eux et les institutions concernées, c'est autour d'un revenu de 60 000. C'est-à-dire, maintenant, on peut placer la barre un peu plus haut. C'est-à-dire qu'au-delà de 60 000 dinars, quelqu'un qui perçoit des revenus, enfin une famille, hein, c'est même pas un individu. Un revenu de ménage de 60 000 dinars. Fait partie dans ce que vous appelez les riches? Non, pas les riches. C'est-à-dire, il y a 5 strates. Nous proposons à ce que, la première option, nous proposons de cibler les deux premières strates, c'est-à-dire la cinquième et la quatrième. Pour la première option, je suis d'accord, donc ça va crescendo. La deuxième, elle va concerner tout le monde. Si on est gêné avec cette idée qu'il y ait, parce que c'est ça ce que vous suggère votre question, c'est qu'en gros, il y a de la classe moyenne qui gagne 70 000 dinars ou 80 000 dinars et ils sont dans le besoin. C'est une vraie question et nous proposons justement aussi qu'il y ait une deuxième option qui dit, eh ben, on peut donner à plus de monde. Et c'est ce que nous proposons au débat. Donc, il faudrait que les institutions... élever le niveau du revenu. Élever le niveau, là, enfin, le seuil. Ça, dans l'étude, nous avons travaillé sur les bases de l'ONS, nous avons fait nos hypothèses qui sont publiques, qui sont sur le site nabni.org. Mais après, c'est ça le débat citoyen. Est-ce que nous devons aider ceux qui gagnent plus de 100 000, plus de 150 000, plus de 60 000, c'est ça la discussion. Et puis nos capacités, c'est-à-dire la première option coûte 2,4 de la production intérieure brute, du PIB, et la seconde, elle coûte 5,5. Donc c'est plus du double. Il faut savoir qu'est-ce qu'on peut payer aussi, qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce qu'on peut payer. Bien, vous avez informé de tout cela le gouvernement? Bien sûr. On a adressé ce rapport au président de la République, au chef du gouvernement, au ministère concerné, à des partis politiques, à des personnalités. On a reçu la réaction de la présidence de la République. On a reçu la réaction d'un ou de 3 partis, pour être, j'espère ne pas me tromper. Des partis au pouvoir? Qu'est-ce que ça veut dire au pouvoir? C'est dans le gouvernement? Non, pas les partis. D'accord. Et que vous a répondu alors? C'est intéressant, la présidence de la République. La présidence de la République nous en remercie. C'est-à-dire. Donc c'est un accusé de réception. Non, un peu plus qu'un accusé de réception, mais encore une fois, la question c'est celle du gouvernement, c'est pas celle de la présidence de la République. Il y a 2 ministères qui travaillent sur ça, le ministère des Finances et de l'Intérieur. Mais cela n'a pas répondu. On n'a pas reçu de feedback, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'ils regardent ce qu'on a produit, et je pense que c'est le cas, et qu'ils participent au débat public, parce que les solutions qui sortent un peu de je ne sais où peuvent être très dangereuses. Nous proposons, et ce n'est pas une question de gouvernement, c'est une question de citoyenneté. Qu'est-ce que nous voulons comme modèle social? Nous proposons une solution qui va vers plus d'équité, qui évite les gaspillages. Il y a trop de contrebande, il y a trop de gaspillage, il y a trop de déperdition avec le système actuel. Nous proposons de le corriger calmement. Si on ne le fait pas maintenant, on risque de devoir le faire dans quelques années, mais dans la douleur. Et là, ça ne serait pas du 10 ou des 5% d'augmentation, mais... C'est la question que je voulais vous poser. Comme le prix du baril remonte, il semblerait que ce rapport puisse être mis aux calendes grecques, mais effectivement, ça fera peut-être plus mal à l'arrivée. Écoutez, ce que nous avons dit en 2012, quand le baril était beaucoup plus haut que ça et que ce qu'on espère, on a dit attention, c'est-à-dire l'Algérie a des problèmes structurels.
c'est un grand corps malade qui doit se soigner, même si aujourd'hui, physiquement, rien n'apparaît, mais le mal, il est très profond. Toutes nos propositions, que le baril soit à 60 $, ou à 100 $, ou à 40 $, elles sont les mêmes. Nous ne changerons pas une virgule. Il faut faire ces réformes vite et maintenant. Si on ne le fait pas vite et bien à court terme, on risque de le payer très cher. On a averti sur ça depuis 2012 et malheureusement, tout ce qu'on a prévu s'est passé. Est-ce qu'on ne risque pas aussi, bon, je ne le crois pas trop, mais cela pourrait arriver que des ménages qui sont réellement dans le besoin aient du mal à faire cette déclaration? Surtout dans le cas numéro 1. C'est-à-dire, il y aura un très faible taux d'exclusion. C'est-à-dire, avec le modèle qu'on a proposé, nous pensons qu'on peut atteindre des niveaux d'exclusion inégalés au monde par rapport aux autres modèles. Et on le montre dans le document. Maintenant, il y aura toujours une vieille qui est dans une dchara, qui vit seule et qui va probablement... Mais ça, on peut le corriger aussi à travers les mécanismes de l'ADS, des APC, pour essayer d'aider peut-être des voisins. Et nous proposons une communication, un plan com. Nous le disons à la fin du rapport, il faut qu'il y ait un plan communication. Le slogan qu'on a proposé juste un peu pour alimenter le débat, les subventions de Home Daraham. Est-ce que votre rapport pêche par... est-ce qu'il y a un défaut encore, quelque chose auquel vous n'avez pas réussi à trouver une solution à travers ce rapport? Vous êtes convaincu de tout cela réellement? Écoute, est-ce que vous avez la sensation que c'est le meilleur des systèmes que vous venez de mettre en avant? Sincèrement, nous sommes un think tank, nous agissons dans le terrain des idées. Donc beaucoup de gens nous reprochent un peu cette posture, mais nous y tiendrons. C'est-à-dire celle de dire nous ne sommes en fait que des agitateurs d'idées. Nous ne sommes ni des politiques, nous ne sommes pas le gouvernement, nous ne sommes pas un bureau d'études. Nous pensons que nous avons proposé des idées qui tiennent la route. En tout cas, les feedbacks qu'on a reçus le confirment. Après c'est pas du Coran, c'est-à-dire nos propositions sont critiquables. Il y a deux ou trois personnes qui ont publié des articles, nous les avons partagés. Nous partons discuter avec ceux qui nous invitent. Nous serions ravis de répondre aux invitations des universités, des partis politiques, de ceux qui souhaitent nous recevoir. Et ceux qui ont des contre-propositions, qu'ils contribuent maintenant. Ce qu'on dit au sein de Nebni, on le dit gentiment mais fermement. On ne répond pas à un rapport sérieux d'études fait par un groupe, par des discussions de café. C'est-à-dire il faut produire des contre-propositions documentées, les mettre sur la table. Et je vous jure que si on voit qu'il y a une meilleure proposition, c'est nous-mêmes qui allons la défendre, même si elle n'émane pas de Nebni. Notre ego. D'ailleurs, nos rapports ne sont pas signés. Moi, je suis obligé de défendre un travail auquel je n'ai pas particulièrement contribué, et les gens sont anonymes, on ne cherche pas à... Et votre travail n'est pas rémunéré? Du tout, on paye même notre poche pour l'imprimer et le diffuser. Merci Abdelkrim Bouda pour cet éclairage. Eh bien, souhaitons en tout cas qu'il y ait une discussion entre vous et les autorités pour pouvoir parvenir rapidement à régler ce fameux problème des subventions. Merci beaucoup pour votre invitation et Sahar Mdankoum encore une fois. Isselmek. Merci chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour accueillir notre troisième invité qui va nous parler de son parcours entrepreneurial autour de biscuits délicieux, mais qui lui ont apporté un parcours qui lui a apporté aussi une certaine amertume. On en parle dans un instant. Riyad Labadi, bonsoir. Vous êtes le directeur général de Dolcini, mais comme c'est un mot, je suppose, italien, il y a une part de vous qui est italienne, c'est Dolcini. Dolcini. Qui veut dire... Petit gâteau. Petit gâteau, petite douceur, en fait. Exactement. D'accord. Mais en fait, pour monter et pour arriver à produire ces douceurs, il a fallu passer par beaucoup d'acidité. Oui, un petit peu, si on peut dire. Quoique j'y étais un peu habitué déjà, parce que dans mon parcours entrepreneurial, j'ai eu souvent affaire à ce genre de contraintes. Vous savez, la qualité principale d'un entrepreneur, et ça je pense que c'est international, c'est la résilience. On ne s'arrête jamais, on ne s'abat jamais, on doit toujours surmonter les difficultés. Des fois il y en a plus, des fois il y en a moins.
Mais bon, ça fait partie de l'aventure, on peut dire ça comme ça. D'accord, alors si je vous ai invité, c'est parce que c'est parti d'une discussion inopinée sur les réseaux sociaux où Exact. vous avez manifesté un petit peu à la fois votre ire par rapport au système administratif, au bureaucratique, mais en même temps, vous avez salué aussi parfois les bons côtés de l'administration. Alors je vous laisse nous dire d'abord quels ont été ces mauvais côtés. Bah, écoutez, évidemment, il y a toujours un peu un excès de bureaucratie, un excès de papier, un excès et surtout ce qui génère après toute une série de lenteurs au démarrage, etc. Mais bon, je pense que ces dernières années, j'ai remarqué une certaine amélioration sur certains points. Bon, ce n'était pas la première entreprise que je crée. J'ai vu que certains services sont devenus un peu plus efficaces, un peu plus rapides. Par exemple, comme je vous les avais déjà cités, aujourd'hui, par exemple, déjà, l'obtention de certains documents, par exemple les casiers judiciaires, enfin toute la paperasse qu'on a besoin, se fait de manière plus rapide qu'avant, il faut reconnaître la chose. Au niveau du notaire, bon, c'est des choses qui sont assez rapides. Quoique là aussi, je pense que je me demande des fois l'utilité d'aller encore chez un notaire, alors qu'on pourrait régler tout ça au niveau du registre de commerce directement, vu que bon, c'est des formulaires, enfin, c'est des statuts qui sont assez standards en général. Je parle pour la PME, hein, je ne parle pas des cas particuliers. Et puis après, bon, on est passé après, exemple, je vous le citais déjà tout à l'heure, l'ANDI, qui s'est beaucoup amélioré, parce que quand on fait un investissement, on a diverses formules. Donc l'ANSEJ, c'est pour les jeunes, etc., pour des capitaux plus bas. Puis après, vous avez l'ANDI pour des SARL et des structures plus grandes. Et à ma stupeur, en 1 semaine, 10 jours, j'avais bouclé tout le dossier et j'avais obtenu mon autorisation. Donc ça, c'est la partie qui s'est améliorée. Par contre, moi étant dans le secteur industriel, on se prend après l'écueil insurmontable du foncier industriel. Je pense que je ne suis pas le premier à vous parler de ça, mais aujourd'hui, quand on démarre une entreprise, on démarre peut-être dans une structure qui est plus petite, parce que c'est là où on fait nos tests et on apprend un peu le métier, mais très vite après, si notre entreprise se positionne sur le marché et elle commence à avoir un peu de succès, ce qui, grâce à Dieu, est notre cas, on a tout de suite besoin de grandir, on a tout de suite besoin de se développer. Et là, le bas blesse, parce qu'on se retrouve livré à deux options. La première, c'est des dossiers de demande de terrain qui sont quasiment des peines perdues, si j'ose dire ça, du moins pour le moment. Vous avez des dossiers depuis des années qui n'ont jamais été, pour lesquels on n'a jamais eu d'attribution. Et d'une autre part, vous vous trouvez aussi un peu dans une sorte de mafia, entre guillemets, de ce foncier qui vous loue des terrains ou des hangars ou des structures pour pouvoir abriter vos machines et vos équipements à des prix faramineux. Donc, chose qui est c'est très pénalisant pour une entreprise qui démarre de devoir débloquer autant d'argent sur des contrats de location. Pour se délocaliser, c'est pas toujours facile. Oui, alors le problème de la délocalisation, on en parlait même tout à l'heure ensemble. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, si vous devez aller dans des zones industrielles disponibles, entre guillemets, vous vous retrouvez dans des endroits qui sont très, très excentrés, où non seulement vous avez après la problématique de transférer vos salariés d'un endroit à un autre, souvent ils n'acceptent pas, mais surtout le fait est que ces endroits-là, on peine à trouver des salariés, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, on n'a pas assez de forces vives qui sont prêtes à travailler, et donc on a ces entreprises qui Vous êtes sûr de cela? Pourquoi ça ne nécessite pas une ingénierie particulière de fabriquer des biscuits? Non, bon, mais il y a quand même toute une partie manuelle. Je veux dire, nous, par exemple, dans notre process de production, il y a une partie liée à l'emballage. Le manuel, il s'apprend rapidement. Oui, le problème, c'est qu'il n'y a pas, dans certaines zones industrielles, dans certaines régions, il n'y a pas assez de personnes. C'est-à-dire qu'on se retrouve à avoir plusieurs entreprises qui se partagent les quelques personnes qui sont disponibles localement. Je peux vous citer. Pourquoi pourquoi ce sont des hommes, des femmes, des jeunes hommes? Alors moi, je vous dis, dans notre cas, c'est la grande majorité, c'est des femmes. Ah, c'est peut-être pour ça. D'accord. Je veux ici briser une lance en faveur des femmes algériennes. C'est des bosseuses. C'est des filles très sérieuses. Et nous, vous pouvez considérer que 95% de Dolcini, c'est des femmes. Et je le dis, c'est celles qui travaillent plus volontiers. Après, il y a toute la partie commerciale, etc. Ça, effectivement, c'est des hommes, et de qualité d'ailleurs. Mais le gros, parce que après, c'est un métier de la pâtisserie où ça requiert peut-être des fois une certaine manualité, une certaine maîtrise de ces choses-là qui fait que... Mais les femmes sont très sérieuses.
C'est mon expérience personnelle. Hein. Vous employez combien de personnes aujourd'hui? Aujourd'hui, on est arrivé à peu près, en interne, près d'une trentaine de personnes. Et en indirect, peut-être un peu plus, une quarantaine, une cinquantaine indirectement. D'accord, donc ça reste artisanal, surtout que vous dites que c'est fait manuellement. Enfin, manuellement, non, on utilise évidemment, c'est industriel. Il y a le côté, ce qu'on peut dire, ce qui était la partie manuelle chez nous, c'est un emballage qui est un peu particulier avec un ruban rouge, qui fait que des machines qui font ça, on n'en a pas encore trouvé des très efficaces. Donc à la rigueur, c'est plus, et c'est surtout aussi une manière pour contrôler le résultat final du produit. C'est un peu un mais le contrôle gâteau, qualité. dans sa douceur, il est à l'exactitude pareil. Oui, absolument. Par contre, il y a toute une partie de production qui est classique. Je veux dire, nous, en réalité, qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu amener les goûts tradition, les goûts maison, mais avec un process industriel. Ce qui fait que vous avez la qualité industrielle, l'hygiène industrielle, ce qui est très important, mais toujours en gardant ce côté un peu maison que d'ailleurs nos clients aiment beaucoup. Il faut des arômes pour ces biscuits? Oui. Et vous avez eu chaud? Oui, quelque temps. Exactement, parce qu'il y a eu un blocage des importations des arômes, ce qui est une chose qui est tout à fait un non-sens, parce que déjà, à mon humble avis, je n'ai pas les chiffres exacts, mais la facture nationale d'importation des arômes, je ne pense pas que c'est quelque chose qui doit qui doit soucier, voilà, qui peut impacter l'économie nationale. Et évidemment, en plus de ça, nous ça va. Imaginez-vous, c'est arrivé juste avant le Ramadan, ou quelques mois avant le Ramadan, période où tous les producteurs de boissons préparent leurs boissons pour le Ramadan, qui est le clou de l'année. Et là, on arrête les importations. Donc nous, on a eu des soucis, il y a eu des problèmes avec tout ça. Bon, et puis le Ramadan, on n'achète pas vos gâteaux? On les achète vers la fin du Ramadan. Ouais. Nous, par exemple, on a développé une clientèle pour l'Aïd, parce qu'on fait des gâteaux tradition, et donc pour l'Aïd, il y a du mouvement. D'accord, donc voilà. Vous êtes en train de révolutionner un petit peu la gastronomie, enfin pas la gastronomie, mais les gâteaux de l'Aïd. Exact, vous savez, nous depuis le début, on a notre trend, et c'est payant, et c'est pour dire que le consommateur algérien a évolué dans ses goûts. On fait des gâteaux très sains, sans additifs, sans conservateurs. Et ça, vous seriez surpris de voir comment les consommateurs sont très sensibles maintenant en Algérie à ça. Grâce à l'importation, il faut le raconter, il faut le dire. Hein. Vous avez évoqué, alors, entre autres problèmes, le foncier, la difficulté à trouver du personnel, mais encore. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, le plus gros écueil qu'on a, c'est celui-là. Je vous dirais que les banques sont assez réceptives ces derniers temps à financer les projets industriels. Il y a une vraie volonté qui a été diffusée au sein de l'administration de favoriser la production nationale. Après, je vous disais, le foncier reste un problème très compliqué à surmonter et vraiment bloquant parce qu'à un certain moment, on sature et on tombe dans les mains de spéculateurs qui nous récupèrent. Excusez-moi, pour faire un lien avec M. Khlifati, on ne favorise pas les biscuits des entreprises publiques, s'il en existe. Il n'en existe plus trop, mais on n'est pas tombé dans ce cas-là. En réalité, nous, on est un secteur qui est peut-être moins proche de tout ce qui est État que les assurances ou que d'autres secteurs comme les télécoms, etc. C'est un secteur qui est beaucoup plus facile. Il y a d'autres contraintes. Il y a aussi la contrainte du marché informel qui est très compliquée parce qu'au début, vous avez des difficultés à trouver des distributeurs qui veulent facturer l'achat de vos produits. Enfin, c'est pas toujours évident. Ça se résout, mais c'est des contraintes qu'il faut faire face. Moi, je pense qu'au niveau de l'État, je pense qu'un vrai goulet d'étranglement reste quand même le foncier. Parce que obtenu le foncier, vous avez une ouverture sur beaucoup de choses. Vous pouvez accéder à des crédits bancaires, vous pouvez travailler dans des conditions beaucoup plus intéressantes. Et donc ça, à mon avis, dans mon cas actuel, c'est le cas le plus important. C'est ce que je vois. Il y a aussi la possibilité d'exporter. Nous, on l'envisage très sérieusement sur des marchés de niche. On n'a pas vu de vraie Alors, aide. vous en êtes à combien d'années là? Vous existez depuis 2 ans, un peu. Enfin, on existe opérationnellement depuis 2 ans. Les 2 ans et demi sur les papiers. Le retour sur investissement, c'est déjà fait? Oui, on est en bonne voie. L'année qui est passée est une année, alhamdoulilah, très, très, très intéressante.
Les impôts se sont intéressés à vous? Ça va? Votre relation est bonne? Nous, on a des très bonnes relations avec eux. Bon, l'ANDI nous permet aussi de bénéficier d'une exonération d'impôts pendant 3 ans. Ah, très bien. Donc ça va. Il y a toutes les raisons. Mais bon, ça se passe bien pour l'instant. Je dois le reconnaître, et c'est pas pour faire dans le sens du poil, il y a une vraie volonté de favoriser oui, et de mieux traiter les producteurs, parce qu'on crée de l'emploi. Je veux dire, moi, ma petite entreprise a quand même déjà créé 30 emplois qui vont à eux-mêmes après créer de l'indirect, etc. Donc, il y a une volonté. Alors finalement, je suis content de voir que finalement, globalement, ça se passe bien. Il reste juste cette problématique du foncier. Vous cherchez à vous étendre, c'est ça? Et vous êtes un petit peu... Pas que nous, hein, exactement. C'est le plus gros problème que administrativement parlant, tout ce qui est papier, etc., je pense que ça reste des problèmes standards qui ne sont pas particulièrement insurmontables, ou du moins sur lesquels on peut mettre vraiment le doigt dessus. Quand vous comparez ça à des réalités à l'étranger, où là, la taxation est différente, etc., ça va. Quand vous voyez combien coûte un salarié en Europe, entre ce que vous lui donnez et ce que vous payez à la fin, ici, ça va. On bénéficie par exemple de l'ANEM, l'aide à l'emploi des primo-demandeurs d'emploi. Ça, c'est une aide conséquente. Nous, on a à peu près un tiers, même plus, presque la moitié des salariés, des jeunes filles qui travaillent chez nous, ont été embauchés dans le cadre du dispositif de l'ANEM. Alors, je ne veux pas faire la publicité de tout ça, mais je suis du genre à dire la vérité. Donc, quand il y a des choses qui fonctionnent, je pense qu'il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César et dire ça c'était bien, vous nous avez aidés. D'autres choses comme le foncier qu'on ne peut pas obtenir, ça c'est très grave. On ne développera pas une industrie s'il n'y a pas le foncier. Ça c'est clair, net et précis. Alors je disais que vous avez eu chaud avec cette histoire d'arrêt des importations d'arômes, mais bon, c'est rentré dans l'ordre. Mais par contre, dans l'autre sens, vous avez donc jubilé au moment où on a dit qu'il fallait arrêter les importations de biscuits étrangers, ou de gâteaux. Je vous dirais, je ne sais pas si on est encore trop petit, etc., mais on n'a pas senti... Vous ne vous inscrivez pas dans cette course-là. Exact. Déjà, moi, je suis, sans toute modestie gardée, moi, les produits d'importation ne me gênent pas. C'est-à-dire qu'on a un positionnement qui est entre le moyen de gamme et le haut de gamme en Algérie. C'est ce qu'on veut obtenir. Nos produits ont tout à fait leur place vis-à-vis d'un produit d'importation. Alors, par rapport à certains produits d'importation dont je ne veux pas citer les pays, mais c'est des produits qui sont vraiment de très mauvaise qualité. Typiquement, voilà, on va pas dire d'où, mais bon, je vous laisse imaginer d'où ils viennent. Certainement pas d'Europe, mais d'un pays de la Méditerranée. C'est de la très mauvaise qualité, bourré d'additifs. Et aujourd'hui, le consommateur, comme je vous l'ai dit, est attentif à ces choses-là. Donc, il sait donner la valeur à un produit fait dans certaines conditions. Et c'est notre cas. Moi, évidemment, c'est censé doper notre business. Je vous dirais, on n'a pas complètement vu. Après, il y a des choses que je ne comprends pas. L'autre jour, on faisait un peu un tour sur les étalages et on voit des produits sur des rayonnages, je ne citerai pas la marque par correction, mais qui ont été importés et qui ont été produits en février 2018, ça veut dire qu'ils sont rentrés après l'interdiction. Ça aussi, il y a des vides. Voilà, je voulais vous amener à cela. Oui, je ne sais pas comment ça se passe, ça. Et en grande quantité, puisqu'on les retrouve partout. Ben oui. Donc, vous vous dites comment ça se passe. Alors, est-ce que c'est autorisé? Alors, quand vous parlez à votre transitaire, il vous dit que ce n'est pas autorisé, mais vous les retrouvez sur les rayonnages. Alors, il faut qu'on nous explique. Oui, c'est comme ces pommes européennes qui seraient comme tous les fruits interdits à l'importation. Puis il y a une campagne publicitaire actuellement qui... Oui, je l'ai vu. Donc on ne comprend plus rien. Exactement. Comment vous êtes venu? Vous aimez les gâteaux particulièrement? Et comment vous êtes venu cette idée de vous lancer dans ce créneau-là? Pourquoi? En réalité, moi, je suis, comme je vous l'ai peut-être déjà mentionné, j'ai grandi dans une famille industrielle. En gros, moi, quand j'étais petit... Dans l'agroalimentaire? Oui, dans le textile au tout début, puis après dans l'agroalimentaire, on faisait des flancs et un peu comme une marque, vous connaissez bien. Donnez-moi la marque. Notre marque? Oui. Alors, notre marque, ça s'appelait Chost, mais bon, ça n'existe plus. C'était Delicia, ça s'appelait. Delicia. C'était un peu à l'époque du début de Noara, peut-être un peu après Noara. Et pourquoi elle a disparu, cette marque? En réalité, c'était des choix, parce qu'on a été, ma famille, enfin mon père a été orienté vers d'autres affaires, et donc à mon avis, on le regrette un peu d'avoir abandonné ce créneau. Donc vous avez quand même bénéficié. Oui. Les structures dans lesquelles vous fabriquez votre Dolcini, ce sont les structures familiales qui existaient avant, ou ce sont des structures nouvelles? Nouvelles, c'est des structures nouvelles qu'on utilise à Ain Benyen, parce que moi, on est chez nous, hein, je suis originaire de Ain Benyen. Et
Et on est là. Bon, en réalité, c'est une solution de démarrage qu'on s'explique. C'est pour ça que je vous dis qu'après, on est. Parce que ça reste quand même des petits locaux qui ne sont pas si petits que ça, mais qui, bon, dans une logique industrielle. Et qu'est-ce qui m'a amené, pour répondre à votre question, à Dolcini? J'ai toujours eu la volonté de dire, de me soucier de la qualité de la nourriture que mangent les gens, je vous le dis. C'est-à-dire que je voyais, par exemple, même pour mes enfants, etc., qu'on leur fait manger beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Mais vous n'avez pas pensé à faire des choses pour justement les matinées des enfants, pour les goûter? Alors déjà, mes gâteaux ont beaucoup de succès sur les enfants, parce que c'est des gâteaux qui sont... Je ne sais pas pourquoi ils plaisent beaucoup aux enfants, mais on va développer des gâteaux spécifiques pour le petit déjeuner. Je dois reconnaître, vous êtes très fort. On avait dit qu'on ne ferait pas de publicité pour, pour votre gâteau et on est en plein dedans. Écoutez, moi je vous souhaite beaucoup de succès pour vos gâteaux secs. Et puis, bon, à travers vous, bon, je vois que en fait, tout n'était pas aussi grave que cela. Il reste le foncier, bon, mais ça va certainement venir, surtout que les autorités sont en train de faire les choses. J'espère qu'elles nous écoutent et qu'elles pensent que c'est fondamental pour nous. Voilà, je disais que vous avez un côté italien, votre maman est italienne. Et vous parlez donc excellemment italien. Si. Et oui, et vous avez même une voix rock qui pourrait, vous chantez pas par hasard, parce que ça vous pourrait prétendre à un certain succès de ce point de vue. Ah ben j'y penserai. Alors bon succès dans vos affaires et merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, à vendredi prochain.